Voyons voir. Alors. Ok. Allô. Ok, ça c'est bon. Et ça m'a l'air ok. Alors, voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour ce live du mardi 6 août 2013 de 18h à 19h. Comme chaque jour sur Vidéobourse, du moins pendant l'été. Après on continuera à regarder ce créneau de toute façon pour la suite, mais il y aura beaucoup de choses qui vont s'ajouter à la rentrée, je suis en train de bosser dessus. D'ailleurs en ce moment c'est pas des plus intéressants ce sur quoi je bosse, ça m'intéresse pas même du tout. Parce que c'est que de la gestion du site, etc. Mais c'est pour lancer des projets importants. Puisque bien sûr ce site c'est mon métier principal, donc quand on travaille on fait pas toujours ce qui nous plaît. Mais à la rentrée on va partir sur pas mal de nouvelles choses. Donc déjà je vais vous demander si c'est ok au niveau du son et de l'image. Et je vais commencer rapidement l'émission. Je crois que vous pouvez participer via le chat écrit en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission. Ou via le chat audio Mumble que je vais ouvrir tout de suite. Donc là vous avez les liens. Le lien Mumble en bleu ciel au-dessus du cas de diffusion de l'émission. Vous pouvez ouvrir pour avoir les informations pour nous rejoindre. Matt qui disait que c'était ok au niveau du son et de l'image. Merci beaucoup Matt. Alors, actuellement on a deux positions ouvertes, comme hier. Donc on va voir de plus près ce qui se passe. Salut Mips sur le Mumble. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez un micro. Alors, actuellement on a deux positions en cours. Je vous rappelle que vous pouvez suivre à tout moment et en direct les positions prises sur mon compte, qui est un compte démo, donc un compte virtuel, ouvert chez Active Trades avec 10 000 €. Dont la balance. Donc là actuellement j'ai plus de... Comme vous le savez, hein, ceux qui suivent le site et les émissions depuis plusieurs années, je trade en général en réel. Après là récemment j'ai acheté un appartement. Je suis très content d'ailleurs d'avoir placé les gains réalisés via le trading, que ce soit direct ou indirect, donc via le site, dans du concret, dans du réel. Là du coup je suis en train de recréer un capital, ça prend un peu de temps. Donc je repartirai en réel à la rentrée, ce sera très intéressant. Et là actuellement je bosse sur... comment on porte, peu importe. Je bosse sur ce compte démo que je gère vraiment de manière stricte, disciplinée, et en essayant de mettre... donc dans le cadre de swing, puisque je prends du temps pour travailler sur le site, donc habituellement je suis plus dans le court terme, dans le cadre de swing trading, de mettre toute mon expérience au service de la gestion de mon capital, ce qui se passe bien pour le moment, puisqu'on a une balance qui s'élève à 10 514 €, avec un drawdown assez faible. On va aller voir de plus près d'ailleurs un peu le suivi des résultats. C'est important aussi. Et puis l'idée par rapport à ce compte, c'est aussi de prendre du recul et prendre son temps, parce que quand on trade, notamment quand on débute, et notamment par rapport aux campagnes marketing qui nous sont proposées, etc., quand on s'intéresse à la finance, on veut tout le temps être sur le marché, enfin souvent, hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais on veut souvent tout le temps être sur le marché, prendre beaucoup de positions. Ça génère de l'adrénaline, le trading, surtout quand on le fait à court terme, et surtout au début, un peu comme au casino ou dans les jeux d'argent, le poker, etc. Du coup, voilà, on a besoin de ça. Alors à terme, après, souvent, soit on se casse les dents, soit on se calme et on y arrive, puisqu'il faut se détacher et penser au profit, penser à faire fructifier son capital, et non pas à éprouver ce plaisir et cette euphorie et cette adrénaline court terme. Voilà, donc c'est un point de vue personnel, hein, donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez bien sûr me contredire sur le chat écrit, etc. Voilà. Alors, actuellement, voilà comment se présente donc le compte que l'on tient depuis le 24 juin. On a commencé ici avec 10 000. On voit qu'on a eu un beau profit sur l'or. Ensuite, on a pris plusieurs petites pertes. Là, récemment, on a eu un beau profit sur la UDCAD. Donc, l'idée, c'est de suivre des impulsions dans le sens de fortes tendances, de choper rapidement les profits en fermant d'un seul coup la position et de prendre les pertes en plusieurs fois. Et pour le moment, ça se passe vraiment pas mal. Donc on voit qu'on a une équité ici en jaune, donc on progresse de 4,4% et une balance où on progresse de 5,14%. Donc la différence entre la ligne rouge c'est les positions fermées, la ligne jaune les positions ouvertes. Donc on voit qu'on a une petite différence entre les positions fermées et les positions ouvertes, avec une légère perte. Donc voilà, pour le moment le compte progresse pas mal. On sous-performe par rapport au CAC 40, qui a vraiment beaucoup progressé en juillet, puisque l'idée de l'émission c'est d'essayer de surperformer le CAC 40 sur le long terme. C'est un peu plus marketing qu'autre chose, parce que
ou c'est une question de repère, mais bon, comme le CAC, c'est l'indice français, c'est ce que tout le monde regarde, que la majorité regarde, c'était intéressant de se comparer au CAC 40. Maintenant, dans l'absolu, c'est pas mon but, c'est pas forcément de surperformer. Donc là, c'est plus un concept marketing par rapport à l'émission. On en a besoin aussi, hein, c'est vrai, quand on a une émission ou un show, il faut être intéressant. Donc à terme, je pense que ce sera intéressant de comparer les résultats de ce compte ou des comptes futurs que j'aurai, comptes réels, au CAC 40. En tout cas, vraiment, c'est à partir de la date du 24 juin que je prends en compte ce concept et on va vraiment bosser dessus. Donc, eh bien, pour le moment, ça se passe vraiment bien. Même si on sous-performe le CAC 40, tout le travail est fait de manière sérieuse, réfléchi. Actuellement, on a 2 positions en cours, donc une vente sur le dollar face à la livre turque et un achat du VIX avec un swap positif dans le cadre de la vente du dollar face à la livre turque. Donc voilà, 2 positions légèrement perdantes. On va voir si on en ouvre 2 nouvelles. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ce jour, on a le CAC qui a un peu baissé. On va aller voir si on a des opportunités de trading. Alors si vous aussi, en même temps, vous avez des idées de trade, des choses à partager, n'hésitez pas, le chat écrit est fait pour ça. C'est votre emplacement aussi, et je vous invite à participer si vous le souhaitez. Alors, sur ce, on va commencer l'étude. On va regarder nos produits. Alors, le dollar-yen, on a une pression vendeuse intéressante. On avait une bougie haussière importante ici il y a quelques jours. Depuis, on est bien rebaissé. On est revenu tester les précédents plus bas. On est en impulsion, donc là dans l'absolu, si je vais faire quelque chose, ce serait plutôt un short. Après, ce qui me dérange, c'est qu'on a tenté de casser les précédents plus bas sans vraiment y parvenir. C'est peut-être un peu tôt, mais plutôt vendeur. Pourquoi pas, mais on a déjà 2 positions ouvertes et je vais aller voir d'abord s'il n'y a pas d'autres occasions, etc. Alors, le CAC 40, on a tenté de casser les précédents plus hauts. On avait vu que ça n'avait pas été le cas sur le DAX. Là, on a des vendeurs qui essayent de revenir. Moi, si on a un gros mouvement de baisse, je le suivrai sur les marchés actions. Là, c'est pas encore un gros mouvement. Plutôt intéressé par de la vente avec un stop au-dessus des précédents plus hauts. D'ailleurs, Nicolas Chéron l'a fait, j'ai vu sur son Twitter. Pour moi, je le ferai pas, c'est trop tôt, mais si on a une belle impulsion, pourquoi pas, plutôt vendeur. Après, si on a une grosse impulsion haussière, je suivrai aussi, puisqu'on est sur cassure des précédents plus hauts. Donc là, voilà. Bon, bah, dollar face à la livre turque, on est déjà vendeur. Pour le moment, on est légèrement perdant. On va voir ce que ça donne à terme. On a une belle impulsion là il y a 2 jours, on va voir si c'est suivi. AUD-CAD, on avait pris pas mal d'argent, on a bien fait de prendre son bénéfice hier, parce qu'aujourd'hui, on a un retour des acheteurs. Donc voilà, on a pris notre bénéfice parce qu'on commence à tergiverser après un profit intéressant. On a pris sur impulsion ici, donc très bien. C'est un trade très bien géré. Sur le câble, ici, on est dans des zones d'hésitation qui ont déjà été pas mal travaillées. On a eu plusieurs bougies de hausse qui se sont suivies, mais on n'a pas de direction franche de marché à long terme, donc je ne vais pas m'exposer ici. Sur l'eurodoll, on est toujours à l'intérieur du triangle, donc tracé ici. On ne parvient pas à casser la résistance oblique baissière, donc pour le moment je serais plutôt vendeur si je vais prendre position dans l'absolu. Mais je suis pas fan de site de configuration. Ah, la webcam tombe, c'est pas grave, de toute façon, je vais la désactiver. Je la mets toujours en début d'émission et ensuite je la coupe. Pour se concentrer sur les graphes, qui est l'important dans le cadre de nos travail. Alors, l'euro-dollar, pas de position donc pour le moment. Euro-yen, belle impulsion baissière, un peu comme sur le dollar-yen, on n'a pas cassé les précédents plus bas. Pourquoi pas, je serais plutôt vendeur dans l'absolu, mais c'est pas une super opportunité non plus, j'ai des meilleures opportunités. L'or intéressant, alors l'or m'intéresse vraiment, je vais même sûrement vendre là. Donc on se rappelle qu'on a pris de l'argent ici sur l'or, la configuration actuelle est plutôt sympa, puisqu'on a un retour des vendeurs affirmé, et on a une belle impulsion ce jour, donc oui, ça va me suffire. On est dans une dynamique de fond quand même fortement baissière. Certes, on a cassé à la hausse la résistance oblique baissière tracée en bleu, mais les plus hauts restent plus bas que les précédents plus hauts, mais également au même niveau que les précédents plus bas. Donc c'est une belle opportunité. Je vais la saisir. Alors je vais réfléchir à la taille de ma position. Donc si on regarde l'historique, lors de ma première position, j'avais enregistré une position de 1 mini lot. Donc, eh bien, pourquoi ça me l'affiche comme ça? Je comprends pas. Ordre. Ouais, 0,1. Ouais, bah 0,1. On va prendre une position de 0,1 lot. Alors, un peu long à ouvrir là la plateforme, je sais pas pourquoi. Ok. Alors. Voilà, une position de 0,1 lot qui vient d'être prise sur l'or. On va voir donc ce que ça donne. On va établir nos scénarios, nos objectifs et nos points de sortie éventuels. Alors, donc sur l'or,
prise de position dans le sens de la dynamique et de la tendance de fond baissière, avec une impulsion en cours assez importante. Donc là, au niveau technique, c'est assez cohérent, je suis assez satisfait de cette prise de position. Si ça se passe mal, les points de sortie, on va les définir tout de suite. Donc là déjà, on voit qu'on a pris position à 1284 pour 56 $ l'once d'or. Actuellement, on cote 1285,23. On perd 4,59 €, donc ça veut dire qu'on est environ à... en fait, on a 10 $ par dollar. Par dollar de variation sur l'once. Donc on va voir ce que ça fait en euros. Ok. Donc 10 $, ça fait 7,52 €. Donc on a 7 €, on va dire 7,50 € pour faire des calculs simples, par point. Donc si on... alors, au niveau du profit, ça va être assez simple, vous avez vu ma manière de faire au niveau des profits. Là, on est en pleine impulsion. Si demain on continue très bien, quand on commence à ralentir, si on a un profit, je prends mon bénéfice quand on commence à ralentir. Et donc je ne m'expose pas plus longtemps. Donc vraiment, je tends la main, je chope le bénéfice et je retire ma main. Je m'expose pas plus longtemps sur le marché. C'est ce qui s'était passé là, ça se passe plusieurs fois, c'est vraiment le scénario idéal. Donc à ce moment-là, ça peut être assez simple. Mais dans l'absolu, voilà, un retour vers les précédents plus bas serait vraiment génial pour moi. Ça peut arriver, hein. Donc ce sera un retour vers les 1179 $ l'once d'or. Donc là, j'attendrai effectivement un retournement. Si on arrive à fond là-dessus et qu'on continue, je laisse courir par contre. Alors, donc, au niveau du bénéfice, c'est pas compliqué. Là où il va falloir définir les choses clairement, ça va être au niveau des sorties. Là, les précédents plus hauts qu'on a marqués le 24 juillet dernier, ils étaient à 1347. Donc un point de sortie pourrait être les 1350 $ l'once d'or. Et donc un tiers de la position serait sortie ici. Donc déjà on va faire le calcul. À combien on perdrait à ce niveau. Donc j'ai dit 1350. Donc ça me ferait une perte par rapport au point d'entrée de 50 et 15 qui font 65. Donc 65 fois 7,50. Ah non, ça ferait trop, puisqu'on voit que ça fait déjà, et tout de suite, 487,5 €. Donc prendre un mini lot comme ça d'un coup, c'est un peu beaucoup, par rapport à l'or et par rapport aux variations possibles. Puisque 487, ça fait quand même tout de suite 4,5% du capital environ. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est prendre l'entièreté de sa perte, hein, à ces niveaux. Et c'est pas dans ma logique de trade, donc... ouais, je me suis trop exposé, 0,1 lot sur l'or, c'est trop. Il aurait fallu que je prenne un peu moins. Je me suis un peu précipité. Parce que là, ce qu'il aurait fallu, et on va voir si c'est possible de modifier ça, c'est à la limite la moitié de la position, donc 0,05 lot. À ce moment-là, ça nous aurait fait, donc voilà, 243. Et donc là, si on prend un tiers de la perte, oui, ça c'est beaucoup plus cohérent. Donc ce que je vais essayer de faire, ça va... Ouais, je vais gérer ça comme ça. Je vais prendre que la moitié de la position que j'ai pris actuellement. Donc je vais fermer la moitié de ma position, c'est pas grave, c'est une erreur. Et puis je traderai la moitié de ma position comme j'entends au départ. Voilà. Ça arrive de faire des erreurs et il faut les accepter, surtout pas essayer de les rattraper ou de les éviter. Elles sont là. Elles font partie intégrante du trading. Là, c'est une erreur stupide qui aurait pu être facilement évitée. Donc, on va laisser que 0,05 lot, donc 5 $ par 1 $ de variation par once. Donc, pour 1 $ de variation par once d'or, pardon. Et donc, premier point de sortie en cas de cassure de ces précédents plus hauts ici. On fait un tiers de la position. Alors, on va faire un tiers. On va laisser 0,0. Ouais, on va faire 0,02 coupé, 0,02 et la dernière 0,01. Donc, on va placer un ordre inverse sur l'or, donc de 0,02, ça va être un buy stop. « 0,02 à donc 1350. Voilà. Voilà, donc là la ligne verte est apparue sur mon graphe.
Je la trouve très proche des précédents plus hauts, donc je vais un peu l'augmenter, je vais mettre à 1355. On est sur du long terme quand même, ça sert à rien d'être trop proche. Voilà, donc là c'est modifié. Et ça apparaît plus cohérent pour moi. Voilà, donc on voit que si on casse les précédents plus hauts, ouais, ça fait un peu loin par contre. Donc je vais mettre à 1352 et ce sera parfait. Ok, voilà, c'est en place. Donc le premier tiers, si ça se passe mal, sera sorti ici. Le second tiers, on va calculer après combien ça fait. Le second tiers, bah, a priori, j'aimerais le sortir si on casse les 38.2. En plus, on a une zone de résistance ici. Donc si on casse les 1423, donc si on passe au-dessus de 1423, on sera, ouais, bah 1400, on va mettre 26. Deuxième tiers. « 1426, buy stop, ok. Voilà, donc là j'ai mon deuxième tiers qui sera sorti ici. Si on va aller chercher, je vais mettre à 27 parce qu'on est trop proche des précédents plus hauts. Voilà, ok, bon on voit pas trop la différence, mais ok c'est modifié. Et donc le dernier tiers, donc le stop loss absolu, qui sera plus que de 0,01 lot, donc il ne restera plus beaucoup. Bon, au-dessus de 50%, on a une zone de résistance, donc là c'est un trade assez cohérent, donc il est à 1487, on peut mettre à 1400, on va mettre 91, le stop loss général, 1491, donc ça fait loin, hein. De toute façon, les positions qui se passent mal en général durent assez longtemps, mais elles sont de plus en plus faibles, donc c'est pas un problème en fait, d'être exposé longtemps, on peut aussi choisir de tout couper à un moment, ça va dépendre de ce qu'on aura fait sur les autres positions aussi. En tout cas, cette position précisément est planifiée là. Donc on va voir quel est le rendement par rapport à ce qu'on peut espérer et ce que l'on risque, et si c'est intelligent. Donc déjà, quels sont les arguments? J'en ai déjà parlé. L'or, alors j'ai pas d'avis fondamental dessus, même sur le Forex en général j'ai plus d'avis fondamental, même sur la bourse de moins en moins, là j'ai sur le marché action. Mais ici sur l'or, c'est très compliqué, c'est quand même pas mal manipulé, en tout cas ça dépasse notre compréhension sur beaucoup de points, beaucoup d'aspects fondamentaux. Puisque ça dépend des politiques monétaires et des politiques économiques des États. En général, ils le font pas trop savoir, en tout cas au grand public, mais même, voilà, c'est quand même le but, c'est d'avoir un avantage stratégique à un moment donné sur un autre pays, etc. Donc c'est quand même très compliqué de savoir qui va faire quoi, qui va vendre son or, qui va en racheter, à quel moment on va vouloir se protéger contre l'inflation, donc en achetant de l'or, à quel moment on va avoir plus confiance dans les marchés. Là on voit les marchés US qui reprennent un peu, mais on n'est pas à l'abri d'un flash crack à mon avis, en tout cas c'est ce que beaucoup de gens pensent. Après une hausse aussi importante, en tout cas d'une correction très vive. Enfin bref, il y a énormément d'interrogations, donc je préfère vraiment me fier au cours et à ce que me donne l'évolution de l'offre et de la demande. Et là on a une impulsion baissière, donc là mon point de vue sera plutôt technique et graphique et d'étude des cours en eux-mêmes que de discours fondamentaux. Après il y a des gens très calés qui maintenant travaillent à la Banque de France, hein. Je pense à Philippe Lamy qui était capable de le faire, mais il ne faut pas dire n'importe quoi histoire de dire quelque chose, hein. J'ai pas fait les études, pas dans le sens études bac, études supérieures, etc., mais j'ai pas fait le travail de recherche suffisant pour dire que j'ai une conviction crédible sur l'or. Donc là, c'est vraiment l'étude des prix, de l'impulsion et de la lecture de la psychologie des foules. Ici, on a une belle impulsion baissière sur l'or. On est au sein d'une dynamique de fond baissière avec des plus de plus en plus bas, des plus de plus en plus bas. C'est pas une dynamique qui date d'hier, puisqu'elle date depuis le mois de octobre 2012. Donc ça, déjà, c'est cohérent. À plus court terme, donc ce jour, on a une très belle impulsion baissière. On casse les précédents plus bas. Donc on peut avoir une reprise en main du marché par les vendeurs et une poursuite de la tendance de fond. Donc ça, pour moi, c'est une belle occasion. Si on a effectivement des vendeurs qui veulent reprendre en main le marché, qu'on ait une accélération vive, rapide, et qu'on ait ensuite un ralentissement, ou pas d'ailleurs, hein, si on n'a pas de ralentissement tant mieux, tant que ça continue à descendre, j'empocherai de l'argent. Et en tout cas, ça peut me permettre de m'exposer pas longtemps sur le marché, de tout de suite d'avoir attendu vraiment l'impulsion, et donc une fois qu'elle est lancée, les impulsions, en général, soit elles continuent, comme on a eu le cas ici, soit elles s'arrêtent. Là, on n'a pas de cas précis. Alors attendez, merde, on va avoir un faux signal parfait. Voilà, là on a une très belle impulsion et direct derrière on remonte par exemple. Mais en tout cas,
c'est des moments où la volatilité est forte et donc on sait que ça peut décaler vivement. C'est très rare qu'on ait du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, en tout cas on ne peut pas le prévoir, une grosse variation. Alors quand on a déjà une première grosse variation, par exemple ici, et ben souvent derrière il y a encore du mouvement. Là on a eu un très bon exemple. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir mis mes probabilités dans mon sens de ce côté-là. Alors c'était Pascal Talareda qui parlait aussi de l'importance de la volatilité. Et là pour moi on a ça. Alors c'est pas une volatilité folle, il n'y a rien de fou. C'est juste, c'est significatif pour moi. C'est dans le sens de la tendance. Donc pour moi j'ai les probabilités dans mon sens pour faire ce que je veux. C'est-à-dire tendre ma main et choper le plus rapidement un bon profit. Donc là si ça se passe bien, comme je dis, je prendrai mon bénéfice. Alors idéalement c'est si on va, enfin idéalement on peut avoir encore mieux, hein, mais déjà avoir un objectif qui serait très bien serait d'aller tester les précédents plus bas. Donc on va dire un retour vers les 1200 par exemple. Donc ça ferait un profit en termes de dollars de donc entrée à 1284, profit à 1200, ça ferait donc 84 $. On peut même aller un peu plus bas, hein, parce que en fait les plus bas étaient quand même beaucoup plus bas que ça, parce qu'ils étaient à 1178. Bon, on va prendre 1200, allez. Donc on va faire 84. Ah merde. On va faire 84 fois 7. Ah non. Donc là on sera à plus à 7,5 € le point, on est à 3,75. Donc 84 fois 3,75. 315 € de profit potentiel si on va chercher les 1200. Donc ce sera un profit de 3% par rapport au capital, ce qui est tout à fait acceptable. Si ça se passe mal maintenant, donc là on a un premier point de sortie qui se fera à 1427. Pardon, 1352, voilà, donc ce qui représentera une perte de 1352, et on est rentré à 1284, donc ça fait 68, donc 68 fois 3,75 égale 255, divisé par 3 égale 85, plus alors 1284, donc je retiens 85, voilà, je vais le noter, voilà, donc derrière on a, alors 1284, pour aller à 1427, ça nous fait donc 100 et 100 et 27 qui font 127 et 16 qui font 127 et 16, 133, 143. Donc 143 fois 3,75, ça fait 536 divisé par 3 égale 78, donc plus 85, ça nous fait 263. Et enfin le dernier stop loss, il nous restera un tiers, en fait ça sera un peu moins même, mais bon, peu importe. Ça nous fera donc 1284 pour aller à 1491, donc ça fait un peu plus de 200, ça fait 200 et 200 et 7, donc 207. Alors 263. Je sais pas, vous comprenez bien tous, hein, ce que je suis en train de calculer là. Vous avez compris la logique. Donc ça fait 207 fois 3,75 qui font 766 divisé par 3 égale 258, donc plus 263. Ça fait un reste total quand même de 521. Alors en vérité ce sera un peu moins puisque le dernier tiers n'est pas un tiers mais en fait un cinquième. Puisque j'ai dit que je vais prendre une position de 0,05 lots. Je vais faire mes 2 micro-lots sur chacune des deux premières sorties. La dernière ne me restera plus qu'un. Donc en fait c'est le dernier truc. Là c'était 278. Je peux en fait le diviser par 2. Donc à la limite ce sera facile à... C'était 207 fois 3,75 divisé par 3 divisé par 2. Donc 129. Voilà, c'est ça, on sera plutôt dans l'ordre de 4%. Donc ça va être un trade sur lequel on va risquer environ 4% du capital. Bon, le capital évoluera au fur et à mesure d'ici là. Pour aller chercher potentiellement 3%. Donc on a une perte, mais si c'est une perte, il faut bien comprendre qu'elle a beaucoup moins de probabilité de se réaliser que le gain. Le scénario le plus catastrophique, je perdrai 4% de mon capital. Le scénario
que je vise, je vais prendre 3%. Sauf qu'on voit déjà, l'objectif, il est ici, alors que le stop loss, il est ici. Donc on voit que le stop loss est beaucoup plus large que le point d'entrée. Donc on a beaucoup plus de probabilité d'aller chercher le point d'entrée que le stop loss déjà de base, sans même compter les arguments techniques que j'ai. Mais ça c'est plus compliqué à prendre en compte, c'est plus lié à l'expérience, etc. Et en plus de ça, si ça doit mal se passer, vous voyez la différence entre 1285 et 1491 sur une once d'or, en général ça se fait pas en 2 jours. Ça peut même prendre plusieurs mois, parfois même plusieurs années, d'avoir des telles variations. Alors qu'une variation, alors qu'il y a déjà l'impulsion première, etc., vers 1200, qui fait que 84 $ de variation par l'once, ça peut aller très vite. Donc là, on voit que c'est une position pour moi qui est tout à fait cohérente. C'est ce qui m'a amené à prendre cette position et qui est cohérente par rapport à mon plan de trading. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je suis très content de cette prise de position, donc vente sur l'or. On continue à regarder les autres produits. Il est déjà 18h28. Alors, le DAX, le DAX, on a eu une très belle bougie ce jour. Très très belle bougie ce jour, ouais, sur le DAX, ça c'est intéressant. On va aller voir ce que ça donne sur les marchés américains, mais peut-être que je vais également shorter les marchés actions. Alors, le dollar face au franc suisse. On a vu en plus sur le DAX ici qu'on est sous les précédents plus hauts, qu'on les avait pas du tout cassés ni même testés, donc c'est intéressant, ce signe de faiblesse des acheteurs. On est toujours dans le range sur le dollar face au franc suisse, donc là il n'y aura pas grand chose à dire. On a bien mieux à faire, on a vu ailleurs, donc ça sert à rien de se prendre la tête. USD CAD, bon pourquoi pas, on est en tendance haussière, etc. Alors attention parce que on a une zone de résistance proche. Bon à la limite on avait un point d'entrée intéressant plus bas lors de cette journée-là. Je suis pas fan de ce qui se passe, en plus c'est pas un produit très volatile de manière générale, le dollar face au dollar canadien. Là on voit qu'on est plus calme ces derniers jours, donc je m'y intéresserai pas plus que ça. L'argent, ça bouge pas tellement, je suis plus chaud de l'or, donc voilà, tant mieux. AUD-USD, récemment on avait eu AUD-CAD, c'était bien passé. Là on a des acheteurs qui reviennent un peu. C'est pas une période intéressante pour moi, je préfère les impulsions. On a eu de quoi faire, et on a pris de l'argent dessus, sur les mouvements qu'on avait eu ici. Mais sauf que nous c'est sur AUD-CAD. Là on a une petite remontée haussière. Si on a des vendeurs qui reviennent très franchement, je vendrai. Là actuellement c'est pas le cas, on a plutôt une phase de repli. Alors, euro face à la livre sterling, car on avait un point d'entrée potentiellement intéressant à la vente, ça aurait été plutôt perdant ce jour. Pas d'avis. Hein, on est sur une dynamique de fond haussière, toujours au-dessus du support oblique haussier qui conduit le mouvement de hausse de fond. On a des plus hauts de plus en plus bas, des vendeurs qui sont bien revenus, il y a des acheteurs qui reviennent très légèrement, mais il n'y a pas de conviction précise, pas de seuil, ni d'impulsion particulièrement importante, donc il y a mieux à faire autre part. Alors, salut Nico qui nous a rejoint, ça va? Salut, ouais, n'hésite pas à nous donner tes positions du jour, hein, Nico. Alors, euro-franc suisse, moi tant qu'on est au-dessus des 1,20 et que ce seuil est toujours protégé et maintenu par la Banque centrale suisse, eh bien, je joue que des positions acheteuses, mais sur des impulsions haussières. Et de préférence sur des points bas. Mais si on a des bonnes impulsions haussières, je les prends. Là, on n'a pas d'impulsion, donc pas de prise de position. AUD, GPY, alors déjà on va simplifier le graphique, en tout cas supprimer ces fibos qui n'ont plus lieu d'être. On est au sein d'une dynamique baissière, un peu comme sur toutes les paires relatives au dollar australien. On a une pression de fond qui est clairement vendeuse. Ce jour, on a plutôt une bougie de hausse, ou d'hésitation, on a une hausse puis les vendeurs sont revenus. Mais on n'a pas d'impulsion, donc pas de prise de position dans l'immédiat. Alors, tiens, sur l'or, je vais avoir l'occasion de me séparer de la moitié de ma position comme je voulais faire, sans perdre d'argent, donc je vais en profiter. Je vais surveiller ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je garde un œil. Ok. Alors, on enchaîne avec le Dow Jones. Voilà, qu'on voit ici. Très belle bougie baissière sur Dow Jones. Je suis plutôt vendeur, de biais vendeur en tout cas sur les marchés actions. Les marchés... Ah bah tiens, on peut fermer, ça y est. Tac, c'est fermé. J'ai pu rétablir l'ordre sur ma position sur l'or. Voilà. Voilà, on a pris 4 centimes, donc c'est insignifiant. Et de toute façon, le but c'est pas de faire de l'argent, mais de se protéger. Donc là, j'ai plus que 5 $, pour 1 $ de variation sur l'once. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Alors, sur le Dow Jones, on est très haut, on a un beau signal. On va comparer sur les autres marchés américains, mais je vais shorter également les marchés actions américains. On va voir ce qui s'est passé du côté du S&P et du Nasdaq pour sélectionner le marché qui me va le mieux. Qui propose le meilleur signal. Ce sera les marchés américains et plutôt européens parce que les marchés américains sont montés beaucoup plus haut, même si le DAX est intéressant. Également à vendre. Alors, US Tech, ça c'est le Nasdaq, non?
Ouais, voilà. Alors, on est toujours sur des graphiques journaliers, hein, dans ce que j'observe. Là, on est en horaire, je me mets en journalier ici. Voilà. Donc sur le Nasdaq, merde, on n'a pas beaucoup de recul là, c'est pas top. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est la bougie du jour, parce que sinon, je sais où on en est. Le Nasdaq, il est vraiment très très haut, donc ça peut être intéressant. On va comparer quand même, hein, ce qui est le plus intéressant. Après, ce que c'est que le Nasdaq, c'est les valeurs technologiques, et que la technologie, ça marche quand même plutôt pas mal dans les pays en voie de développement et récemment développés comme la Chine, le Brésil, etc. Vendre le Nasdaq, je sais pas, je suis pas fan, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien. On va quand même l'étudier, hein, sur des graphiques beaucoup mieux, parce qu'on n'a pas beaucoup de recul à cause du fait qu'on est indexé sur le futur, donc ça reprend un historique que de quelques mois. On va aller voir sur d'autres outils d'études. Alors ça on a vu, on va aller voir, bah tiens on va aller voir le Nikkei, on ira le voir après de toute façon. Mais je vais pas faire doublon, hein. Je prendrai qu'une position sur les marchés actions, je vais pas en prendre 50. Surtout qu'on s'est fait baiser il y a pas longtemps sur le CAC 40, hein. On a pris des stops, c'est normal, ça arrive. Mais voilà, on s'est fait sortir. Donc voilà le S&P que j'ai ici. Alors le S&P est ici en graphe journalier. Ah bah très belle bougie baissière sur le S&P. Bon, bah maintenant on va pouvoir comparer. Et je regarde juste un petit coup d'œil au Nikkei avant d'aller voir des graphiques avec plus historiques là. Voilà, le Nikkei ici, non il n'y a pas eu tellement de mouvement. Donc ça va être les marchés américains que je vais shorter et je vais comparer précisément les trois. Donc on va aller pour ça sur... Alors, on va aller sur TradingView pour avoir plus de recul. 18h34. Comment ça s'appelle? S&P. Alors, Nico qui disait sur le chat écrit, sur le CAC 40, le S3 a tenu. Donc toi c'est bon pour le rachat, Nico, ou il faut vendre et ça a été affaibli pour toi ce mouvement de hausse de fond? Moi je n'ai pas trop le temps de trader, mais je surveille 3980 pour shorter le CAC 40. D'accord, ok, c'est ton seuil. Qu'est-ce que tu as précisément sur les 3980, Nico? Situation d'urgence à Fukushima et Italie alerte à la bombe au consulat des États-Unis à Milan. Ah, il parlait de toute façon qu'il y avait des menaces d'attentats. C'est pour ça qu'ils avaient fermé plein d'ambassades. Donc je suppose qu'ils sont sur leur garde. On va voir. S&P, d'accord. Alors ici c'est Nikkei, c'est pas le Nikkei que je veux, donc je sais pas pourquoi il met le Nikkei. Voilà. Ok. Comment on fait pour zoomer là? Ok. Ok, parfait. Bon, alors le S&P ici. Ok, c'est parfait. Alors le S&P, on voit qu'on a une dynamique de fond qui est clairement haussière, avec des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Est-ce qu'on est bien en graphique journalier par contre? Il faut que je vois ça. J'ai encore un peu de mal à me servir de... TradingView. Allez, full screen exit. Donc, One Day, ça c'est bon. S&P.
indicateur, compare, je veux les chandeliers, voilà. Ok, donc là c'est bon. Ok, voilà, on va prendre plus historique. Oh ben voilà, là on se rend bien compte voilà, de l'ampleur de la reprise depuis les plus bas de 2011, et même avant ça. Hein. Puis les plus bas de la fin de la crise, donc en 2009. Où on est passé tout de même sur le S&P ici, de 671 points à 1691, donc il fait 3 x 6, 18, on est proche de x3. Donc on a un très gros potentiel possible hein, sur le S&P, et je pense que c'est vers le S&P que je vais me tourner hein, pour la vente. Là on a une belle bougie baissière ce jour, il n'y a rien de fou, il n'y a pas une volatilité particulière. Ceci dit, on est très haut, on voit qu'on peine quand même à bien accélérer après les précédents plus hauts, après la cassure des précédents plus hauts, pardon, qu'on a fait il y a quelques jours. C'est un premier élan. Derrière, on peut avoir un flash crash. C'est un élan que je vais suivre et je vais essayer d'établir une stratégie intelligente. Je pense que c'est pas forcément utile de sortir en plusieurs fois sur celui-là. Il faut réfléchir parce que on est sur les plus historiques, donc c'est dur de se repérer quoi qu'il arrive. Si, je vais faire ça. Je vais prendre une position dès maintenant. Comme ça, si le mouvement d'impulsion se poursuit, tant mieux. On peut gagner énormément. Si ça se passe pas, de toute façon, je ferme en plusieurs fois. Et on prendra une perte tout à fait limitée avec un premier tiers sorti en cas de cassure des précédents plus hauts. On va jeter un coup d'œil aux autres produits. Avant ça, on va regarder d'autres modes de représentation graphique pour le S&P, puisqu'on a la possibilité sur TradingView, qui est un très bon site, de voir plusieurs représentations, notamment des très intéressantes. Ici, on va regarder en point et figure. Voilà. Donc en point et figure, alors on va regarder un peu de plus près ce que c'est les points et figures. En fait, il n'y a pas la notion de temps sur les graphiques en point et figure, il y a seulement la notion de variation en termes de points. En fait, vous voyez, chaque croix, donc ici, ça représente, je ne sais pas combien de points à la hausse, alors je ne sais pas comment ils l'ont défini, mais en général, je crois que c'est 15 points. Et chaque rond, peu importe, parce que c'est pour vous expliquer la logique, représente 15 points par exemple à la baisse. Et donc on voit ici, on est toujours dans une dynamique haussière, on n'a pas encore eu de retournement. Et pour retourner, donc pour passer de plusieurs croix à plusieurs ronds, il faut deux cases à l'inverse. Donc il faut 30 points de baisse pour qu'on passe ensuite sur une ligne rouge. Donc une colonne rouge, pardon, avec des ronds. Bon, ceux qui veulent plus d'informations, vous recherchez sur les points et figures, hein, il y en a qui vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi, je ne suis pas un spécialiste. Là, on voit qu'on est toujours en impulsion haussière et que pour le moment, cette phase de correction, elle est inexistante. Et ça permet de filtrer en fait et de se rendre compte de l'importance, etc. On voit ici, en étudiant donc les points et figures, que c'est trop tôt pour shorter d'après eux. C'est pour ça que je ne vais pas shorter, hein, mais d'après ce type d'études, on reste encore que dans du bruit de marché et l'impulsion reste haussière. Voilà, donc ce travail de filtre là nous indique que c'est encore trop tôt. Donc ceux qui sont prudents, peut-être ne pas y aller. Alors les Renko, je connais beaucoup moins, mais là aussi c'est à peu près la même logique, hein. On voit qu'on est toujours en impulsion haussière. Alors je vais regarder ensuite le Nasdaq. J'espère que je vous ennuie pas avec tout ça. Nasdaq 100. Bon, j'espère que c'est ça. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Comment il l'appelle? Nasdaq Composite, voilà. Mais non, c'est pas ça, 3600. Si certains utilisent TradingView, n'hésitez pas à me dire quelle est la référence du Nasdaq, parce que je n'arrive pas à trouver. Bon. Ici, il est appelé USA Tech. Ah oui, d'accord, on peut filtrer comme ça. Voilà. Ok. Bon.
3115. C'est quoi ce bordel? Moi, je sais pas du tout ça. Ici, j'ai 1400. Non, j'ai... Ah bah si, c'est ça, 3119. Si, c'est ça, en fait, je m'étais trompé. Bon. Bon, voilà. Bon, la logique est là, c'est bon. Ok, alors, ici, sur le Nasdaq, pareil, on va prendre plus de recul. Donc, on l'avait vu sur le S&P, on a un signal très intéressant qui pourrait largement nous suffire. Le Nasdaq, la hausse a été encore plus importante, hein, depuis les plus bas de 2009, on va aller voir ça. Donc, ça veut dire que si on se retourne et qu'on a une correction, l'excès appelant l'excès, on peut tomber d'encore plus haut. Ça peut être encore plus intéressant pour la logique que l'on joue. On va penser pas si ça va se produire ou pas. Puisqu'on était à 1048, actuellement on est à 3115. Donc là on a effectivement multiplié par 3 concrètement, alors que c'était pas tout à fait 3 sur le S&P. Donc c'est assez vertigineux la hausse qu'on a eu. Donc si on voit qu'on entame une phase de correction, effectivement ça peut être important. On sait en plus que comme on dit, les armes ont pas haussier, donc je pense pas que ça continue indéfiniment. Là aussi on a une belle bougie, donc honnêtement entre le S&P et le Nasdaq, comme j'ai dit, ce sera plus une logique fondamentale. Je pense quand même que le Nasdaq devrait surperformer le S&P. Parce que le S&P prend l'ensemble des 500 plus grosses valeurs américaines sans distinction. Le Nasdaq se concentre sur le secteur technologique. Or, je pense que le secteur technologique, de toute façon, à terme, et dans l'économie actuelle, a moins de raisons, et on pourrait dire de chances de sous-performer que la globalité de l'économie, puisque les secteurs qui changent, etc. Et je pense que les hautes technologies et les technologies de manière générale, c'est plutôt un secteur porteur. Donc là, je préférerais le S&P, pour une raison fondamentale. On va terminer avec l'étude du Dow Jones. Alors là, pas besoin d'aller sur TradingView. Je vous mets quand même le lien vers TradingView, hein, qui est un très bon site. Nico me dit effectivement, pourquoi pas Pro Realtime? Ouais, pourquoi pas. TradingView est vraiment excellent. Hein, donc maintenant, j'ai TradingView. Parce que Pro Realtime, il fallait télécharger des choses comme ça. Bon, enfin bref. Alors, on reprend nos graphes. Donc je rejette un coup d'œil au Dow Jones avant de me décider à quel marché j'ai shorté. Tiens, on est passé positif sur l'or, là, 3,91 € de profit actuellement. Et donc ici, le Dow Jones... le Dow Jones, si on prend du recul et qu'on l'étudie... Ah bah si, on va devoir retourner sur TradingView alors, parce que j'ai pas tant de recul que ça. Excusez-moi, c'est un peu haché cette émission, mais... c'est ça aussi. Le travail de recherche, c'est pas toujours... ça tombe pas du ciel. C'est pas non plus des gros efforts qui sont demandés, mais... enfin voilà. Alors là, je vais aller chercher donc le Dow. Donc il cote à 15 459. Bon, pourquoi j'arrive pas à la voir? Alors, pourquoi j'arrive pas à la voir? USA, Inde, on va taper. Non, bon, ça me casse les couilles, je vais voir autre part. Alors, Dow Jones graphique, parce que en fait là c'est un site qui est super bien fait, etc. Par contre c'est galère pour trouver le moindre indice, etc. À chaque fois c'est des noms bizarres qu'ils leur donnent. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait un moteur de recherche plus intuitif, mais bon, pas tout demander. Alors, ici c'est le Dow Jones, j'aime pas la représentation. Au niveau des outils et tout, l'autre site, là, TradingView est excellent, mais c'est pas évident de trouver ce qu'on cherche.
D'accord. Si on regarde sur 5 ans, parce qu'on avait un recul depuis 92. Donc on voit depuis 2009 la hausse. Donc on est passé de 6395 à 14 000, presque, enfin 15 000 et quelques, pardon. Pas loin de 16 000, pas tout à fait non plus. On a bien ces plus haut de plus en plus bas, donc la tendance haussière que l'on observe sur les autres marchés américains, donc pas de surprise là-dessus. Sur le Dow Jones, on a donc eu un Dow Jones qui est multiplié par donc 3 x 6, 18. On est à beaucoup moins, on est plutôt à 2, 2,5 que 3. Donc à la limite, on a eu une petite sous-performance qui n'est pas forcément mauvais, mais dans la logique que je joue de correction, à la limite, il faut mieux que je prenne un élastique clairement tendu. Comme ça, si ça se détend, ça peut être plus violent. C'est un peu ça ma logique, qui n'est pas forcément bonne, puisque si ça a sous-performé, c'est aussi peut-être qu'il y a des raisons. Et donc on peut derrière avoir une correction plus facilement. Donc là, je vais me rapprocher sur les temps plus courtes pour bien voir ce qui se passe. Regardez sur les 3 derniers mois. Donc là, on voit sur les 3 derniers mois, bah là, une belle hausse, mais putain, on voit rien, ça me saoule. Bon, bref. Et donc sur Active Trade, si je reprends mon graphique, puisque sur les derniers mois, c'est pas forcément un problème, on voit que ce jour, on a une très belle bougie baissière, une belle englobante qui englobe pas, enfin, qui est, c'est pas une englobante, parce qu'hier, on avait déjà une bougie baissière. On a une belle bougie de baisse qui arrive après une longue période de hausse et ensuite une phase d'accalmie et une phase vraiment mollassonne ces derniers jours. Donc on a un retour de la volatilité. Bon, je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est le S&P. Donc c'est le S&P que je vais choisir de vendre. Désolé hein, pour ces analyses un peu décousues, j'ai du mal à m'organiser. L'important est là, on a fait le constat, j'ai fait mes recherches, j'ai fait un choix. Le S&P. Bon, le S&P, on voit qu'il y a eu plus de conviction haussière ces derniers jours. Donc la bougie à la limite est peut-être un peu plus faible. J'hésite vraiment entre le S&P et le Dow Jones. Le Nasdaq m'intéresse pas plus que ça. Même si... Bon, non, le Nasdaq est trop fort. Alors ça corrige, ça peut être très fort aussi. Mais ça me dérange le secteur technologique pour les raisons que j'ai expliquées. Par contre, être acheteur du VIX, ça me va très bien. Puisque c'est dans la même logique. D'ailleurs, ça ferait un peu doublon au niveau des positions. Mais bon, c'est quand même différent. Là, le Dow Jones calait vraiment. On voit qu'après la cassure des précédents plus haut, là, le Dow Jones cale vraiment. On n'a pas du tout de force acheteuse. On est vraiment amorphe et les marchés n'évoluent plus. On reste vraiment sur la ligne, au-dessus de la ligne, vraiment histoire de la sauvegarder. On a une impulsion sympa, mais elle n'est pas suivie pour le moment. Si on regarde, c'est-à-dire on n'a pas cette force non plus pour casser la zone, comment je pourrais l'appeler, la zone latente, la zone d'hésitation qu'on voit ici, dans laquelle on n'accélérait pas la hausse, on n'accélérait pas la baisse. Là, on a tenté d'accélérer, mais on l'a pas cassé. On a une bonne petite impulsion. Après, le S&P, là, on a une belle bougie baissière. On est encore bien au-dessus de la précédente zone sans mouvement. On a eu un mouvement plus franc à la hausse là, ces derniers jours qui n'avait pas eu lieu sur le Dow Jones. J'ai l'impression quand même qu'on sous-performe sur le Dow Jones, donc je vais privilégier le Dow Jones. Voilà, donc mon choix se tourne vers le Dow Jones. Alors, quelle taille de position? Je vais prendre une position minime pour voir la taille et ensuite je vais l'adapter. Donc je prends une position de 0,01 lot à la vente, voilà qui est fait. Donc là sur le Dow Jones, on voit 15 461 le point d'entrée. Actuellement, donc le point vaut, là on perd 11 centimes sur 3 points de perte, donc 11 divisé par 3, ça fait environ, on va dire 4 centimes du point. Moi je vais aller chercher un autre, bon, l'objectif peu importe, mais au niveau des stops, donc je vais sortir la moitié ici, donc à 15 598, donc ça ferait on va dire 150 points, donc c'est un peu moins, on va dire 130 points, 130 fois 4, ça fait 520 centimes, hein. Donc divisé par 100, ça me fait 5,2 €, et encore, il faudrait... Donc en fait moi je veux sur la première, ça peut être un stop loss général, mais en gros c'est plutôt de l'ordre de 80, donc là il faudrait prendre une position, donc déjà x 10, ça ferait 52, ce serait très faible, il faudrait faire encore x 5, ce serait pas mal.
Effectivement. Donc, on va faire une position de 0,5 lots à la vente sur le Dow Jones. Donc là, on va rajouter 0,49 lots. 0,40, voilà. Donc 0,39. Ok. Voilà donc qui est fait. Donc j'ai bien 0,4 lots à la vente sur le Dow Jones. Donc ça c'est bon. Alors, au niveau des points de sortie, donc là on est désormais, on a une point d'entrée à 15 460. Et donc 3 points valent... Bah là on est environ à 1 euro du point. Alors, si on va casser les précédents plus hauts, donc ils sont à 15 598, on sortira un tiers, donc on va mettre un premier point de sortie à 15 620. Donc 15 620, on sortira un tiers de la position. Un tiers de la position, ça fait 1,5, on va mettre 0,15. Donc buy stop 0,15 au prix de 15 000, donc je dis 16 020. Donc non, 15 620. Voilà, donc là on a mon premier tiers de sortie. Ensuite second tiers, bah là on va avoir difficilement des repères, donc en fait ce que je vais faire c'est 3 fois la distance ici. Donc premier, donc là j'ai fait une taille de position, donc 15 460, le premier point de sortie est à 15 620, ce qui nous fait... Bon, en fait après on mettra tous les 200 points, donc derrière le second point de sortie ce sera... « 15 820 ». Pourquoi? Ah oui, buy stop. 15 820. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, on voit le deuxième point de sortie. Et enfin, le stop loss général. Donc à... il ne restera plus qu'un tiers de la position. Même pas en fait. Un quart. À 16 020. Voilà. Alors, est-ce que ça apparaît bien sur le graphe? Ok, on voit ça apparaître. Donc là, on a nos points de sortie qui sont clairement mis en place. Et on va aller voir ce que ça donne en termes de risque concret. Bon. C'est mal fait là. C'est la journée aujourd'hui, des petites galères techniques. On va finir par étudier les autres produits. Après, on va aller voir fondamentalement ce qui est dit dans les salles de marché. Il va falloir se dépêcher parce qu'on a pris du retard aujourd'hui. Bon, voilà, c'est bon. Alors, les risques, est-ce qu'on est dans les clous? Est-ce que j'ai bien calculé mon truc? Et je termine là-dessus. Donc, actuellement, on est à 1 euro du point, puisqu'on perd actuellement avec notre point d'entrée à 15 460, on code 15 466. Ah non, on a un peu plus d'1 euro, on est plutôt à... Bah, on est à 6,8 euros, donc on doit être à... Ouais, on va dire on est à 1,50 € du point. Très bien. 1,50 €. Alors, 15 460, le premier point à 15 620, ça veut dire une perte de 120 et 40, 160. Donc 160 fois 1,5 égale 240 divisé par 3 égale 80. Ok. Ensuite, deuxième point de sortie, donc 15 460 et le deuxième point de sortie il est à 820. Donc ça veut dire 220 plus... non, c'est-à-dire 320 plus 40, donc 360. 360 fois 1,5, ça nous fait 540, divisé par 3, 180, plus 80. On a 260. Ok. Et donc la dernière taille de position, ce sera seulement un quart de la position. Donc là ça fera... Le dernier elle est à 16 020. Donc 16 020 ça fait 520 plus 40, 560. 560 fois
1,5 divisé par 4. Donc 210 plus 260. Ok, on a réussi à faire notre truc, enfin. Donc 470 qui représente 4,7% du capital dans le cadre du scénario extrême, qui a peu de probabilité de se réaliser. Et si jamais il doit se réaliser, et bien ça se fera sur le long terme. Donc on aura le temps de voir venir les choses, etc. Alors en revanche, si ça se passe bien, on va quand même calculer si ça se passe bien. Donc un objectif potentiel pourrait être le ralliement des plus bas marqués le 24 juin dernier. 14 446, donc on va dire un retour vers les 14 500. Donc à ce moment-là, mais là ce sera vraiment un scénario exceptionnel, hein, juste pas autant, c'est juste pour se donner une idée. Donc ça fera un profit de donc 15 460 à, j'ai dit 14 500, donc ça fera environ 1000. Ah oui, ça ferait quand même énorme là comme profit, hein. Ça ferait 1500 €. Mais bon, il y a peu de chances qu'on aille le chercher. Mais en tout cas, voilà, pour moi là c'est vraiment une belle position. On a un ratio gain-perte intéressant, une logique intéressante, même si pour le moment on perd de l'argent, puisqu'on voit là ces dernières minutes, si on se met une minute, on a tous des cours qui sont remontés en flèche. C'est pas ça que je joue, hein, c'est pas la minute, hein, moi je suis plutôt dans le cadre de swing. Mais du coup là à court terme on perd déjà 22 € sur cette position, donc c'est parti assez vite. On a une totale de perte de 169 €, une équité actuellement à 10 344 €. Je vous rappelle que c'est un compte qu'on a commencé avec 10 000 € le 24 juin, donc il n'y a pas de souci. La logique est respectée, j'ai eu des raisons de rentrer, donc aucun problème, tout est planifié. Si ça se passe bien, on sait comment prendre le bénéfice, donc en un coup, si on commence à ralentir après des impulsions ou sur des zones de support potentiel. Si ça se passe mal, on a déjà tous nos points de sortie qui sont prévus, donc on sort au fur et à mesure, et c'est déjà enregistré en machine. Donc tout est ok, ça fait 2 positions supplémentaires, au total 4 positions, donc je répète mes positions, je suis vendeur sur l'or, vendeur sur le dollar face à la livre turque, vendeur sur le Dow Jones et acheteur de VIX. J'ai des points de sortie en plusieurs fois, donc des ordres en attente qui sont placés sur 3 de ces 4 positions. Il n'y a que sur le VIX où je joue en one shot, que ça se passe bien ou mal. J'ai un stop clairement défini et un objectif en tête, voilà. Ok, tout est bon, je vais pouvoir me concentrer un peu sur ce qu'il dit sur le chat écrit. Alors, salut, ça on avait vu, ça on avait vu. On a une ancienne résistance, disait Nico. Fab, pourquoi tu n'utilises pas ProRealTime en gratuit? J'ai acheté un coup d'œil, effectivement, c'est plus simple. Alors, voilà le S&P depuis 1950 en daily, disait Nico. Voilà, c'est ce que tu voulais nous montrer. Alors après, merci pour ce graphe, Nico. Moi, ce que je cherchais, c'était quand même plutôt à tracer des choses ou à repérer des choses, à zoomer, etc. Mais voilà, au moins tu me l'as montré. Voilà, grosse hausse depuis 1950, hein, c'est assez impressionnant. On est quand même sur une dynamique de fond et sur des marchés clairement haussiers à long terme, même si ces dernières années, ces dernières décennies ont été plutôt chaotiques. Merci pour ce petit rappel historique. Et on va regarder le Dow Jones idem depuis 1950. Ça respecte la même logique, mais on a une dynamique qui est quand même plus haussière sur le Dow Jones à long terme. Voilà, merci Nico pour le partage. Alors, on va terminer en allant regarder ce qui s'est passé fondamentalement et ce qu'on a à attendre pour ces prochains jours. Alors, USA matières premières, les manipulations du prix dans le collimateur. Dans le collimateur de qui? Encore, bon, après les autorités de régulation. Italie levée de l'alerte de la bombe. Bourse Wall Street fragilisée par les spéculations sur la Fed, on lit ça. Cette dépêche sur romandie.com. New York, par le WP et l'AFP, Wall Street évoluait en baisse à la mi-séance mardi. Les investisseurs continuant dans un marché sans élan à spéculer sur les intentions de la Banque centrale américaine. Le Dow Jones lâchait 0,59% et le Nasdaq 0,74%. Vers 16h GMT, 18h HEC, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average cédait 92,54 points à 15 519,59 points. Et le Nasdaq à dominante technologique 27,16 points à 3 665,79 points. L'indice élargi Standard & Poor's 500 reculait de 0,57%, moins 9,72 points à 1697,42. Alors que le Dow Jones et le S&P ont battu de nouveaux records en fin de semaine dernière, les volumes sont atones pour la deuxième séance consécutive. Le marché a besoin d'une pause, les courtiers doivent se placer en retrait
profiter de leurs vacances pour ensuite se refocaliser sur une série de facteurs à l'automne, a estimé Fred Dixon de D.A. Davidson. Sur le haut de la liste figure la possibilité d'une nouvelle poussée de fièvre autour du calendrier de la Fed du moment où elle décidera de ralentir son programme de rachat d'actifs à hauteur de 85 milliards de dollars par mois, a ajouté le spécialiste. Cette mesure, qui permet d'injecter des liquidités sur les marchés financiers, a largement participé à l'embellie de Wall Street depuis le début de l'année et les investisseurs sont fébriles à l'idée qu'elle s'amenuise. La Fed a prévenu qu'elle pourrait freiner le rythme de ses rachats dès septembre et comme on s'approche de plus en plus de cette date, chaque jour qui passe apporte son lot de rumeurs d'anxiété qui va avec, a relevé Michael Gayed de Pension Partners. En l'occurrence, ce mardi, les investisseurs étaient particulièrement attentifs aux propos du président de l'antenne locale de Chicago, Charles Evans, qui devait être dévoilé en milieu de séance. Seul indicateur important du jour aux États-Unis, le déficit commercial des États-Unis s'est nettement réduit en juin sous l'effet conjugué d'une hausse des exportations et d'un recul des importations. Cette progression des exportations pourrait se traduire par une révision à la hausse du produit intérieur brut du deuxième trimestre, a avancé Patrick O'Hare de Briefing.com. Malgré cela, la réduction du marché à la publication de cet indicateur a été minime, a observé l'expert. Sur le front des valeurs, bon après c'est moins intéressant. Ok. On va aller voir un peu ce qui se dit par rapport au marché européen. Pour la filiale Natixis, ça se porte bien. États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter le Yémen. Devise, l'euro progresse un peu face au dollar dans un marché hésitant. Bon, en Europe, la dette des pays fragiles profite de chiffres italiens rassurants. Pétrole, le brut recule, l'abondance d'offres pèse. Les manipulations sur le prix des matières premières dans le collimateur aux États-Unis. « 12 morts dans de nouveaux attentats à Bagdad. Action suisse clôture, le SMI finit juste en dessous des 8000 points. Bourse de Paris reprend son souffle après plusieurs jours de hausse. Alerte Italie, alerte à la bombe au consulat des États-Unis à Milan. Ça on avait vu. Francfort digère mal ses résultats, le DAX perd 1,17%. Ça on va lire. La bourse de Francfort a fini mardi en baisse après des résultats trimestriels majoritairement mal accueillis et une nouvelle dégringolade de K plus S. L'indice vedette DAX a chuté de 1,17% pour finir à 8299 points et le MDAX des valeurs moyennes a cédé 0,34% à 14 604 points. K plus S était une nouvelle fois dans la lanterne rouge avec une chute de 8,14% à 15,92 €. En 6 séances, l'action a perdu plus d'un cinquième de sa valeur et 15 milliards d'euros de capitalisation boursière sont partis en fumée. Putain, c'est énorme, 15 milliards. Prenant acte de la nouvelle situation du marché, de la potasse qu'entraîne la rupture des relations commerciales entre le russe Uralkali et le bélarus Belruskaki, K plus S a renoncé son objectif de résultat pour cette année et s'est montré très réservé concernant 2014. L'assurance du patron que le groupe avait d'autres relais de croissance et réagirait au chamboulement en cours n'a pas réussi à enrayer la dégringolade. Ça on avait vu. Très touché aussi, le premier assureur mondial Munich Re a cédé 5,40% à 144,40 € après avoir annoncé les bénéfices. Ok, ça on avait vu, donc c'est moins intéressant. Donc c'était le point sur la situation en Allemagne. Paris reprend son souffle après plusieurs jours de hausse. Ok. Londres fait les frais de prise de bénéfices. Voilà, bon après le reste on avait vu. Voilà quelles sont les grosses DPF, enfin les gros titres ce jour. Alors si on va du côté des nouvelles qui étaient attendues, donc du côté du calendrier des nouvelles macroéconomiques, donc si on va sur forexfactory.com, voilà ce qu'on pouvait voir ce jour, est-ce qu'elle a été publiée.
Donc on a eu la balance commerciale aux États-Unis qui était meilleure qu'attendue, donc des chiffres qui continuent à bien se porter. Ça peut être des arguments contre ma prise de position à la vente. Ceci dit, on a vu que ces derniers temps, les nouvelles d'ordre macroéconomique qu'on attendait n'avaient pas énormément d'impact. C'était vraiment surtout la politique monétaire de la Fed qui a amené des mouvements, donc ça ne me dérange pas du tout d'être contre cette nouvelle et cette annonce, de trader contre cette dernière. Des bons chiffres par rapport à l'économie britannique, production manufacturière, des chiffres conformes aux attentes et par rapport à la balance commerciale canadienne, et un peu meilleurs que les chiffres précédents qui eux ont été révisés à la baisse. Maintien des taux d'intérêt par rapport à la devise australienne. Alors demain je crois qu'on aura une journée un peu plus chargée en nouvelles macroéconomiques. Dans la nuit on aura les chiffres du taux d'intérêt par rapport à l'économie néo-zélandaise, donc par rapport au dollar néo-zélandais. On aura également des chiffres du chômage par rapport à la Nouvelle-Zélande. D'accord. Donc l'indice CPI par rapport à l'économie suisse tombera demain matin. La nouvelle par rapport à l'économie néo-zélandaise, ce sera cette nuit, à minuit 45. À 11h30, on aura le gouvernant de la Banque centrale, donc la Bank of England, qui parlera avec les chiffres, le rapport par rapport à l'inflation en Angleterre. L'après-midi, on aura des chiffres par rapport à l'économie canadienne, les permis de construire et l'indice AEV-PMI par rapport à l'économie canadienne. Plusieurs nouvelles d'importance moyenne par rapport à l'économie américaine. Voilà, c'est ce qu'on attend demain. La fin de semaine sera plus chargée. Voilà, donc c'est la fin de cette séance mardi 6 août. Bon, il est déjà 19h09, théoriquement je devrais pas, mais je vais quand même, pour finir comme d'habitude et respecter le programme habituel, lire un article intéressant sur un des blogs. On va aller sur enlil.com, dont j'ai interviewé le responsable qui est un très bon trader, qui trade avec des sommes importantes et qui vide son trading. Benoît Rousseau, qui est un scalper. On va voir ce qu'il va me dire et s'il a publié des choses ce jour. Je ferai un point également sur les dernières choses qui ont été dites sur le chat écrit. Alors c'était Nico, non, pas d'autres réactions. N'hésitez pas à poster, à donner votre avis, à partager vos prises de position. Également à critiquer également s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce qui était dit sur Vidéo Bourse ce jour. N'hésitez pas à l'indiquer, à me donner votre point de vue, etc. Alors je vois qu'il y a quelques soucis de connexion. J'espère que ça va aller mieux. Je vais fermer quelques programmes. Bitcoin et Silk Road, la face cachée. On va lire cet article sur les bitcoins. Car vous avez vu, j'ai mis des pubs pour plus 500. Alors plus 500, c'est un très bon broker. J'avais bossé avec eux pendant longtemps. C'est un très bon broker parce que ils sont très importants. Ils viennent d'être introduits en bourse à, je sais plus, 150 millions de dollars ou de livres sterling à la bourse de Londres. Donc un broker régulé à Londres par la FSA. Avec de nombreuses garanties. Et ce qui est sympa pour un broker aussi gros, c'est de proposer un bonus sans dépôt. Donc c'est-à-dire que si vous ouvrez un compte chez eux, vous aurez, sans même faire de dépôt, 25 € simplement en vérifiant et en validant votre numéro de téléphone. Comme ça leur fait un prospect et ils vous offrent 25 €. Donc ça vous permet de commencer à trader sans le moindre risque et surtout sans dépôt, ce qui est pas mal du tout. Chez un broker sérieux, ce qui est important parce que si on se prend la tête à trader et qu'on ne peut pas retirer ses bénéfices, c'est pas intéressant, là vous pourrez générer des bénéfices quand même avec 25 €. On peut générer pourquoi pas quelques euros, voire quelques dizaines d'euros à terme, et les retirer sans problème. Donc, et vous pouvez trader les bitcoins, voilà, c'est pour ça que j'en parlais et que je faisais la transition. Parce qu'ils proposent de trader les bitcoins, c'est un des premiers brokers à le proposer, donc c'est intéressant. Alors voilà. Alors sur Silk Road, le e-marché noir de la drogue, la quasi-totalité des transactions se font par bitcoins, une monnaie virtuelle indépendante du système bancaire international. Le caractère anonyme et international des transactions bitcoins rend-elle cette monnaie particulièrement adaptée au marché noir sur Internet. Cette monnaie est parfaitement adaptée au marché noir sur Internet, mais aussi aux marchés légaux, car de plus en plus d'entreprises proposent de payer des services en bitcoin. Vous pouvez commander votre pizza, acheter votre nom de domaine, du matériel informatique, etc. Bien entendu, le caractère anonyme en fait la monnaie de référence pour toute forme de trafic. C'est un défi qui n'a pas de précédent dans l'histoire. C'est en effet la première monnaie virtuelle totalement mondialisée, sans aucun contrôle du gouvernement ou d'une entité bancaire qui circule librement et qui a des millions d'utilisateurs qui y font confiance. Le principe de la monnaie, c'est la confiance. S'il y a des millions d'internautes par le monde qui s'échangent, qui troquent des bitcoins contre des produits ou des services, c'est une monnaie réelle. La police et les experts disent qu'il est impossible de savoir comment
et où les bitcoins sont dépensés sur Silk Road. Pourquoi est-il difficile de pister les bitcoins? Il est à ce jour impossible de pister l'origine des bitcoins pour de nombreuses raisons. Il faut comprendre par exemple que cette monnaie est stockée sur l'ordinateur personnel de l'individu ou sur une clé USB avec un haut niveau de cryptage. Ce n'est pas le cryptage en soi qui est le plus compliqué, mais c'est de trouver où sont stockés les bitcoins. Il faut saisir physiquement l'ordinateur ou l'unité de stockage externe, disque dur, carte mémoire, clé USB, pour pouvoir consulter le compte. Il n'y a aucune centralisation des comptes comme pour une banque classique où les autorités d'un pays peuvent demander si telle personne possède un compte dans la banque X. On peut ouvrir son compte et stocker ses bitcoins n'importe où virtuellement sur n'importe quel support numérique. Avec ce système, il n'existe plus aucun espace centralisé. Il n'existe plus de banque. Chaque utilisateur est sa propre banque et il peut cacher où il le souhaite. Il peut effectuer toutes les transactions avec qui il veut. Il n'y a pas de relevé de compte. Le bitcoin peut-il devenir la monnaie principalement utilisée par les hackers? Peuvent-ils s'en servir comme arme pour mener une cyberattaque? Comment? Le bitcoin peuvent effectivement devenir la monnaie utilisée par les hackers. Elle peut servir de moyen financier pour lancer une cyberattaque en louant par exemple des services dédiés à ce type de pratique. Mais il ne faut pas se limiter seulement aux hackers. Il y a eu une forte envolée spéculative de sa valeur. Des courtiers en bourse proposent même de spéculer sur le bitcoin. Elle devient attirante pour des personnes plus dangereuses que les hackers comme les mafias. Cette monnaie virtuelle a sûrement un grand avenir, surtout si les commerces légaux acceptent ce système de paiement. Cela peut être un moyen de blanchir de l'argent sale par exemple, en toute discrétion. Voilà donc quelques informations par rapport au bitcoin. Donc ceux qui sont informés, qui souhaitent le trader, vous avez dans le menu de gauche justement la possibilité d'ouvrir un compte chez Plus 500 qui les propose, ou un compte démo. Comme je dis, avec ce système du bonus de 25 € sans dépôt. Alors, Crash Russe de 98, non, ça va moins m'intéresser. On va aller voir sur le billet du trader, on va terminer là-dessus, s'il y a quelque chose d'intéressant. On a bien bossé ce jour avec 2 positions ouvertes. On fera un petit bilan avant de se quitter. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas à les poser. Mathieu Lebrun, l'indicateur de sentiment, ça en avait vu hier. Du VIX au pétrole, les marchés signalent une totale absence de danger, disait Philippe Béchade. Et ça, c'était publié quand même il y a plusieurs jours. En ce moment, ils sont calmes puisque la plupart doivent être en vacances. 25 juillet, je crois qu'on avait déjà lu cet article de Philippe Béchade. Je vais aller voir sur Margin Call, du coup, autre blog intéressant. Financer l'économie de demain par les marchés financiers. Comment le monde... Ouais, beaucoup d'articles. Et un intéressant là, je vais le lire. Comment le monde tient les banques responsables de la bêtise humaine. Mercredi 24 juillet 2013. Journée d'été relativement calme dans l'Hexagone comme beaucoup d'autres journées d'été. Le vénérable Le Monde a publié un article aussi savoureux qu'inexact et fallacieux traitant du trading de produits dérivés par les particuliers et intitulé « Comment les banques offrent des produits dérivés aux particuliers à leurs risques et périls ». Un article accompagné de témoignages d'individus ayant déjà traité ces produits, souvent à leurs dépens. Je me permets de réagir à cet article qui résume le point de vue de l'opinion qui consiste à accuser les banques de tous les maux, même quand ces dernières ne sont pas en tort. L'on retrouve cet état d'esprit dans peu ou prou toutes les couches de la société française, toutes les professions, toutes les corporations. C'est la faute des taxis Uber, de Google, de Free, des Chinois, de l'immigration, des Juifs, de Mitterrand, de Sarkozy, ou pire, de la finance sans visage à qui la guerre a été déclarée par notre doucereux président. Je ne peux m'empêcher de réagir à cet article qui tord le cou à la vérité de toutes parts, biaisé et simplificateur du début à la fin, ce qui n'est pourtant pas dans les habitudes du Monde que je lis de temps en temps avec toujours autant de plaisir. L'article commence ainsi. Des profits potentiels gigantesques vendus à grand renfort de brochures promotionnelles, mais des risques à la mesure des paris engagés. Officiellement, l'arrivée des produits financiers autrefois réservés aux professionnels entre les mains des particuliers est un progrès. Le CFD est l'emblème de cette démocratisation de la finance auprès des particuliers. Les profits potentiels sont en effet importants. La publicité existe, mais les gens du secteur qui sont cités, à savoir IG Markets ou encore Saxo Bank, proposent une publicité tout à fait sensée qui ne promet pas la lune et l'absence de risque.
Elle est d'ailleurs bien moins intrusive et mensongère qu'il y a quelques années. Avant la crise, c'est du moins mon opinion personnelle. Certains courtiers douteux font de la communication douteuse sur Internet. Je suis certain que vous avez déjà vu ce genre de publicité. Machin a gagné 4123 € en 2 jours, vous aussi faites comme lui. Dans ce cas-là, impossible d'en vouloir au CFD dans leur ensemble, mais seulement à quelques mauvais courtiers dont l'unique raison d'être est de faire marcher la crédulité des gens et de trouver des bonnes poires prêtes à tout gober, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais en aucun cas on ne peut accuser les vrais courtiers de tromper le badaud. Et il est toujours bon de rappeler que chaque ouverture de compte s'accompagne de questions visant à déterminer le niveau de sophistication du futur client, que toute ouverture de compte s'accompagne de la lecture imposée des risques liés au trading sur marge. Bien entendu, le futur client peut bien indiquer ce qu'il veut, mais il est prévenu, et s'il présente le contraire, c'est toujours simplement qu'il fait preuve de malhonnêteté. Je note aussi que le titre de l'article incrimine les banques, vilaines banques. Or, vous en conviendrez, il s'agit ici de courtiers spécialisés chez qui on n'ouvre pas un compte au hasard. Même le titre joue sur le climat de haine actuel envers les banques, c'est dire. Ce n'est pas le gentil écureuil qui propose à papy, mamie de trader à fond le ballon sur la banane ou que sais-je. Non, non, votre gentil banquier de proximité se contente de conseiller à papy, mamie, papa, maman et toute la famille de participer à l'introduction en bourse de Natixis. C'est du tout cuit, vous verrez. Nous parlons dans le cas présent de CFD, mais nous aurions pu parler d'autres produits. Prenez le cas des options binaires, dont notre aimable Lolo a parlé récemment. Comme pour les CFD et tous les produits financiers, il convient de prendre ses précautions avant de s'y lancer. L'article se poursuit ainsi. Enfin voilà, c'est assez long, c'est un article très intéressant, je lirai la suite demain. Ceux qui veulent pas attendre demain, ils peuvent le lire dès maintenant, mais vu qu'il est déjà 19h19, j'ai pris du retard parce que je me suis embrouillé dans les graphiques, vous avez vu ça tout à l'heure. Et bien je vous laisse l'article, c'est très intéressant, et je vous invite à le lire. Voilà, en tout cas merci pour votre participation, pour votre suivi. Ciao Mips qui était là sur Mumble, même s'il n'a pas participé. Bon bien sûr c'est assez calme en ce moment au niveau des participants, etc. Bon la plupart sont en vacances. Actuellement donc 4 positions, je les répète, vente sur l'or, vente sur le dollar face à la livre turc, vente sur le Dow Jones qui a été prise aujourd'hui avec l'or, et achat sur le VIX. La logique principale sur les 3 positions premièrement citées sont prendre le bénéfice au moment où l'impulsion s'arrête en une fois, et si ça se passe mal, donc si le mouvement se retourne, prendre les pertes en plusieurs fois. Voilà, donc vous pouvez suivre mes résultats à tout moment en direct en cliquant sur le lien résultat du compte au-dessus ou en dessous du cas de diffusion de l'émission. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, bon trade et à demain 18h pour une nouvelle session de trading ensemble.